Et voici Summoner Wars, un jeu de combat tactique pour 2 joueurs. À partir de 10 ans, c'est un jeu de Colby Dosh, édité par Philosophia. Alors, il est à noter que le jeu voit s'affronter différents peuples et qu'il existe donc plusieurs boîtes. Il y a des boîtes de base comme celle-ci qui comprennent un plateau de jeu et il existe aussi des factions que l'on peut acheter à part qui permettent de jouer avec de nouveaux peuples. Donc cette boîte-ci est une boîte de base qui oppose les nains de la guilde aux gobelins des cavernes. Il y a les 2 factions et les renforts. Au niveau du matériel, vous trouverez tout d'abord dans la boîte un tissu, comme ceci, qui sert de plateau de jeu, qui va donner ceci, une fois déplié, chaque joueur va se placer de part et d'autre du champ de bataille. Ensuite, on va trouver des cartes. Alors, il y a des cartes qui ont un dos différent suivant les 2 factions qui sont dans la boîte. Donc là, nous avons ce symbole-là pour les nains, ce symbole-là pour les gobelins. Chaque joueur reçoit aussi une carte de mise en place, au dos de laquelle est précisé les phases d'un tour, pour se rappeler comment ça fonctionne. Il y a aussi des cartes qui ont un dos comme ceci bleu, qui sont des cartes de mercenaires. Alors pour l'instant, pour une partie d'initiation, on ne les utilisera pas, on va donc les placer de côté. Et dans les cartes qui ont un dos identique, il va falloir faire un petit tri, car effectivement, nous avons des cartes normales, comme celle-ci par exemple, qui ne présentent pas dans le coin en bas à droite de symboles, et nous avons des cartes de renfort, comme celle-ci, qui ont un symbole de renfort. Alors, comme ce sont des cartes spéciales que l'on pourra inclure dans les parties suivantes, pour le moment, on ne va pas les utiliser. Il faudra donc trier toutes les cartes qui ont ce symbole et les retirer pour jouer uniquement avec le jeu de base pour les 2 factions qui vont s'affronter. Enfin, vous aurez aussi 5 dés normaux et des petits jetons comme ceci, alors qui d'un côté n'ont rien de dessiné et de l'autre côté ont un 3 de dessiné. Ils symboliseront les blessures que l'on va infliger aux créatures en jeu. Quand elles seront comme ceci, ça comptera pour une blessure, et on pourra les mettre de l'autre côté pour représenter 3 blessures. Alors, pour débuter, chacun va prendre sa carte spéciale de mise en place, qui représente son côté de champ de bataille. Il va devoir placer des personnages qu'il a dans son paquet de base, en fonction de ce qui est marqué sur cette carte. Donc, en haut ici, il y a le nom des différentes cartes qu'il va falloir aller chercher dans son paquet pour les placer en jeu. Donc là, par exemple, le joueur a Holding qu'il devra placer en I, ici. Les murs, il en a un qu'il devra placer là. Les défenseurs, par contre, il en a 2, donc il faudra qu'il cherche 2 cartes défenseurs dans son jeu pour les placer à ces endroits-là. Et il a 2 lanciers aussi, et un ingénieur à placer à cet endroit-là. Alors, les cartes d'armée se présentent comme ceci, c'est assez simple. Donc là, par exemple, un défenseur, des nains, un ingénieur, donc voilà, on cherche celles qui correspondent, et on les place face visible sur le plateau de jeu. Évidemment, l'adversaire fait de même, ce qui fait que nous sommes comme ceci en début de partie. Alors bien sûr, on met les personnages dans notre direction, en fait, pour pouvoir lire leur texte facilement, et comme ça, tous ceux qui sont à l'envers, on sait que ce sont ceux de l'adversaire. Il est à noter que les murs n'ont rien de marqué de spécial dessus, ils se présentent comme ceci. Chaque joueur a normalement un mur de placé de son côté, et a aussi un chef. Effectivement, chaque joueur a un chef qui se présente comme ceci, donc là, par exemple, Holding. Pour les nains, eh bien, voilà comment il se présente. Ce chef est placé en général sur la dernière ligne, car effectivement, il va falloir le protéger. Pour terminer, chacun va mélanger le reste du paquet de cartes qu'il a, et après l'avoir bien mélangé, on va le disposer sur l'emplacement marqué pioche sur le plateau de jeu, comme ceci. Les joueurs n'ont aucune carte en main avant de commencer la partie. Alors, pour le but du jeu, eh bien, vous l'aurez compris, chaque joueur est un invocateur qui est représenté par sa carte de chef, et il va devoir détruire l'invocateur adverse. Donc si on arrive à tuer le personnage chef adverse, eh bien, on remporte la partie. Donc le dernier joueur à avoir encore un invocateur en jeu l'emporte. Ensuite, pour le déroulement du jeu, les joueurs vont jouer à tour de rôle, et lorsque ce sera à eux de jouer, ils vont faire des phases qui sont inscrites sur la petite carte au verso en fait, de l'installation. Donc voilà, comme ceci, les phases d'un tour: piocher, invoquer, jouer des cartes événements, se déplacer, attaque et accumulation de magie.
On va donc tout d'abord déterminer le premier joueur en lançant 2 dés. Le joueur qui fera le chiffre le plus élevé commencera. Et lui, par contre, il ne fera pas, au premier tour, en fait, les 3 premières phases d'un tour. Donc il ne piochera pas, il n'invoquera pas, il ne jouera pas de carte événement. Il commencera directement par la phase déplacement. Une fois qu'il aura fait ceci, son adversaire pourra faire toutes les phases par contre du tour, et lui aussi ensuite pourra faire toutes les phases du tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur se fasse tuer son invocateur. On commence donc par la phase de déplacement du premier joueur. Alors imaginons que ce soit le nain qui commence, et bien il va pouvoir déplacer jusqu'à 3 unités, donc 0, 1, 2 ou 3, c'est à son choix, et chacune des unités se déplace toujours au maximum de 2 cases. On ne peut pas se déplacer en diagonale, on ne peut pas passer par-dessus une autre carte, ni par-dessus un mur, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux de l'adversaire. Notre joueur pourrait donc décider de faire par exemple 1 et 2 pour venir se placer en face du guerrier adverse. Effectivement, pour pouvoir attaquer, nous le verrons après, il faut se trouver à côté des adversaires. Celui-ci pourrait décider de l'avancer de 2 aussi, et puis celui-là l'avancer de 2. Mais c'est un choix, on n'est pas obligé de faire la totalité du déplacement, on peut aussi avancer une carte que de 1. Ensuite, le joueur peut attaquer avec ses personnages. Alors, attention, il y a des personnages qui ont un petit symbole comme celui-ci, avec une épée de représenter ici sous le chiffre d'invocation. Cette épée va correspondre aux attaques au contact. Donc en fait, ce personnage ne peut attaquer que les personnages qui sont à côté de lui, en ligne droite et à une case, on ne peut pas attaquer en diagonale. Donc s'il était ici, là, là ou là, il aurait pu attaquer ce personnage-là, et chaque personnage ne peut faire qu'une seule attaque. Ensuite, nous avons aussi des personnages qui ont un symbole avec une flèche, comme ceci. Eh bien, ce sont des personnages qui peuvent faire des attaques à distance. Alors, les attaques à distance se réalisent en ligne droite, comme ceci ou comme ceci. On ne peut pas tirer ni par-dessus un mur, ni par-dessus un autre personnage, qu'il soit à nous ou qu'il soit à l'adversaire, et au maximum on peut tirer jusqu'à 3 cases. Donc là par exemple, ce lancier, 1, 2, 3, pourra tirer sur le berserker qui se trouve là-bas. Alors pour l'attaque c'est assez simple, le gros chiffre qui est marqué dans le cercle correspond à la valeur d'attaque de l'unité. Donc là par exemple, si je déclare que ce défenseur attaque le guerrier qui se trouve là, je vais lancer un dé. Effectivement, chaque point indique le nombre de dés que l'on peut lancer. Donc là, celui-ci peut lancer un dé contre son adversaire, et il suffit de faire 3 ou plus pour pouvoir toucher son adversaire. Donc là, je lance mon dé. 5, c'est bon, j'ai réussi à le toucher, puisque c'est plus de 3 ou égal à 3. Et j'inflige donc un point de dégâts à mon adversaire en lui plaçant comme ceci un petit jeton de blessure sur lui. Alors, sur chaque carte, il y a aussi le nombre de points de vie de la créature qui sont dessinés ici. Donc là, en fait, par exemple, mon défenseur a 2 points de vie. Pour pouvoir tuer une créature, il va falloir lui infliger le nombre de dégâts qui sont donc indiqués comme ceci. Donc, en attaquant le guerrier adverse et en lui infligeant un point de dégâts, je constate qu'il n'a qu'un point de vie, et bien je lui tue tout simplement sa créature. Alors, la carte de créature que j'ai tuée n'est pas rendue à mon adversaire, mais c'est moi qui vais la récupérer, et je vais la placer face cachée sur ma pile de magie qui se trouve ici, car effectivement, ces cartes vont me permettre d'invoquer ensuite de nouveaux monstres. Nous verrons comment. J'ai réalisé ma première attaque, il m'en reste encore 2 de disponibles si possible, et bien je décide d'attaquer avec mon lancier, le berserker qui est là-bas. Hop, je lance un dé puisque j'ai qu'un point, c'est bon, j'ai réussi à faire plus de 3 ou 3, et donc j'inflige un point de dégâts à mon adversaire. Alors là par contre, le berserker a 2 points de vie, donc on va lui laisser ce petit jeton pour indiquer qu'il a déjà une blessure, il faudra lui en infliger une deuxième pour pouvoir le tuer définitivement. Ce personnage ayant déjà attaqué, il ne peut pas réattaquer une deuxième fois dans le tour. Je suis obligé de choisir 3 personnages différents pour faire mes attaques. Je pourrais donc par exemple décider d'attaquer avec le lancier, mais 1, 2, 3, malheureusement, il est trop loin pour pouvoir toucher. Alors, précision, on peut aussi attaquer ses propres personnages. Vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, dans certains cas, ça peut servir si certains de vos personnages vous embêtent. Donc vous avez le droit de vous taper vous-même, mais par contre, une créature ne peut pas s'attaquer elle-même.
J'ai donc terminé mes attaques, puisque je ne peux plus en faire. Je passe ensuite à la phase 6, qui est la phase d'accumulation de magie, et qui permet de mettre des cartes que l'on a en main dans sa pile de magie. Mais là, ce n'est pas le cas, vu que je n'ai pas de cartes en main, effectivement, j'ai commencé à jouer, je n'ai pas pioché. On passe donc au tour de mon adversaire. Mon adversaire réalise toutes ces phases, il commence donc par la première qui est de piocher des cartes. Effectivement, en début de tour, normalement, on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc il va piocher pour compléter sa main à 5 cartes, comme c'est le début du jeu, évidemment, il va en prendre 5 sur le dessus de son paquet. Si jamais on en a déjà dans les mains pour les tours suivants, on ne fera que compléter à 5 cartes. Ensuite, on passe à la phase 2, qui est la phase d'invocation. Alors, pour invoquer, il faut de la magie, c'est-à-dire avoir déjà des cartes ici placées sur sa pile de magie. Mon adversaire commence son tour, évidemment, il n'a tué personne, il n'avait pas de cartes au début du tour dans sa pile de magie, il ne peut donc pas faire d'invocation pour ce tour-là, il passe donc directement à la phase 3 de jouer des cartes événements. Alors effectivement, si dans son paquet on a évidemment des créatures à invoquer plus tard dans le jeu, on a aussi des cartes spéciales qui se présentent comme ceci, et qui sont les cartes événements. Lors de la phase d'événement, je vais pouvoir jouer ces cartes et appliquer immédiatement l'effet qui est marqué dessus. Alors, qu'est-ce que le coût d'invocation dont nous n'avons pas encore parlé? Eh bien, c'est ce chiffre qui est marqué ici sous la valeur d'attaque. Et donc, c'est ce chiffre que la carte événement que je viens de jouer se réfère. Mon adversaire peut donc bouger jusqu'à 3 unités avec un coût d'invocation de 0 de 2 cases. Alors, comme si c'était déjà sa phase de mouvement, il décide donc de faire 1-2 avec celle-ci, de faire 1-2 avec celle-ci, qui a aussi un coût d'invocation de 0, et enfin de faire 1-2 avec celle-là. Ensuite, il passe à sa phase de déplacement. Il peut donc déplacer jusqu'à 3 cartes de 2 cases au maximum. Hop, le guerrier il décide de le faire avancer là. Il aurait bien aimé aller jusqu'ici, mais malheureusement, il y a une capacité spéciale. Effectivement, il faudra bien lire les capacités spéciales qui sont inscrites sous les personnages. Effectivement, ce personnage-là est un défenseur qui, lorsqu'il a un adversaire à côté de lui, l'empêche de bouger. Donc dès qu'il arrive ici, cette carte est bloquée pour le moment. Ensuite, il décide de faire 1-2, un déplacement de 2 là, et 1-2, un autre déplacement de 2 ici. Il a bougé ses 3 cartes, il passe à la phase suivante. Et c'est sa phase d'attaque, il décide d'attaquer avec le Berserker. Alors celui-ci a une capacité spéciale qui est inscrite sous lui, qui lui permet d'attaquer toutes les unités adverses qui lui sont adjacentes, et il résout ses attaques l'une après l'autre. Alors il décide d'abord de faire une attaque sur le lancier ici. Comme il a 2, eh bien il va lancer 2 dés, ce qui lui donne potentiellement la possibilité d'infliger 2 blessures si chacun des dés fait 3 ou plus. Il lance donc les 2 dés, il fait un 3 et un 2, ça fait donc une blessure sur le lancier, mais le lancier n'a qu'un seul point de vie, donc pan, il le tue, et il le place sur sa pile de magie face cachée. Grâce à sa capacité, il attaque donc aussi l'autre carte qui est à côté de lui, hop, pareil, il lance 2 dés, hop, il réussit à faire les 2 dés qui dépassent 3, enfin qui arrivent à 3 ou qui dépassent 3, donc il inflige 2 dégâts. Ce personnage a aussi 2 points de vie, pan, il est mort aussi, il le place face cachée sur le dessus de sa pile de magie. Il lui reste, s'il le souhaite, 2 attaques à réaliser. Alors avec le frondeur qui est ici, 1, 2, 3, il n'a pas le droit de tirer sur l'ingénieur parce que ça passe par un personnage, même s'il est à lui, il ne peut pas tirer par-dessus. Donc cette attaque est impossible. Le guerrier ne peut pas attaquer le défenseur car il a une capacité spéciale qui indique qu'il n'attaque pas lors de la phase d'attaque. Donc il lui reste que le frondeur qui est ici, 1, 2, 3, et qui peut tirer sur le défenseur qui se trouve ici. Il a 1, donc il va lancer un dé contre lui. Il réussit à faire 3 ou plus, il inflige donc 1 point de dégâts au défenseur, qui a par contre 2 points de vie, donc qui reste pour le moment sur le jeu. Alors, après avoir réalisé ces attaques normales, c'est là que vont entrer en jeu les guerriers gobelins, car effectivement leur capacité spéciale indique qu'ils ne peuvent pas attaquer pendant le tour d'attaque, mais par contre que après la phase d'attaque normale, jusqu'à 2 guerriers gobelins peuvent attaquer, donc ce qui permet aux joueurs gobelins de faire une superbe attaque. Donc là par exemple, il décide donc d'attaquer avec ce guerrier contre ce défenseur. Celui-ci, il aurait pu l'utiliser s'il était à côté, mais là comme il est en diagonale, il ne peut pas attaquer en fait ce personnage-là. Il va donc lancer 1 puisqu'il y a 1,
contre ce défenseur, il fait 3, c'est bon, il a réussi à faire 3 ou plus, il inflige donc aussi un point de dégâts au défenseur, qui prend donc son deuxième point de dégâts, et comme il n'a que 2 points de vie, il est mort aussi, on va pouvoir le placer sur la pile de défausse. Ou plutôt sur sa pile de magie, bien entendu, ce qui lui fait donc 3 cartes sur sa pile de magie. Il passe donc à la dernière phase, la phase 6, qui est la phase d'accumulation de magie. Alors, lors de cette phase-là, un joueur a le droit de défausser des cartes qu'il a en main, face cachée, sur sa pile de magie, afin d'avoir plus de points de magie pour le tour suivant, pour pouvoir invoquer des créatures. Nous allons voir comment on fait. Donc là, par exemple, il décide que 3, ça va lui suffire, et qu'il ne veut pas jeter de cartes de sa main. Il conserve donc les 3 cartes qu'il a en main, et on passe à l'autre joueur. Celui-ci peut désormais faire sa phase de pioche, et piocher donc les 5 premières cartes de son paquet, hop, 5 pour en avoir en main, et ensuite passer à la phase d'invocation. Alors comment est-ce qu'on va invoquer? Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a le chiffre ici en bas dans ce petit drapeau qui indique le nombre de points de magie qu'il faudra pour avoir le droit d'invoquer une créature. Et attention, les créatures ne vont pouvoir être invoquées qu'à côté des murs. Voilà pourquoi chaque joueur a déjà un mur en jeu en début de partie. On va effectivement pouvoir faire arriver cette nouvelle créature à côté d'un mur qui est déjà présent. Donc là, je peux la faire arriver ici, ici, ici ou là, si je décide d'en placer une. Je décide donc par exemple d'invoquer un défenseur qui demande un point de magie. J'en ai un, donc c'est bon, je peux le faire. Je vais le poser ici à côté de ce mur, il sera directement au contact avec le berserker. Et je défausse ma carte de magie pour montrer que j'ai payé le coût d'invocation. Je vais la défausser, face visible, dans ma défausse. Alors évidemment, si j'avais eu plus de points de magie, j'aurais pu invoquer plus d'une créature, mais là ce n'est pas le cas. Ensuite je passe à la phase 3 qui est la phase de jouer des cartes événements. Je décide de jouer un drain de vie qui indique que si mon adversaire a moins de combattants que moi sur le jeu, j'ai le droit de lui piquer 2 cartes de sa pile de magie pour les placer dans la mienne. Alors là, je ne me gêne pas, vu qu'il en a 2 disponibles, hop, eh bien, ça me fera 2 points de magie, mais par contre que je ne peux pas utiliser tout de suite, car on est déjà à la phase 3 de jouer des cartes événements. Je défausse ma carte événement sur ma pile de défausse, et je passe à la phase 4 de déplacement. Je peux déplacer jusqu'à 3 unités, 1, 2 de 2 cases maximum, je déplace celle-ci ici, je déplace celle-là là, je déplace celle-là ici, j'ai fini mes déplacements, je passe à la phase d'attaque. Alors je décide d'attaquer avec ce lancier, qui a une capacité spéciale lui permettant de lancer un dé de plus, d'avoir un point de plus sur sa valeur d'attaque pour attaquer au contact. Effectivement, normalement, lui, il peut attaquer aussi à distance, c'est pour ça que je l'ai rapproché. Au lieu de lancer un seul dé, je vais pouvoir lancer 2 dés contre le guerrier. J'ai fait un 6 et un 2, le 2 ne touche pas, puisqu'il faut faire 3 ou plus. Par contre, le 6 touche, j'inflige un point de dégâts au guerrier. Pan, je peux donc le placer sur le dessus de ma pile de magie, puisqu'il n'avait qu'un point de vie. Deuxième attaque, je décide d'attaquer avec mon chef, qui peut lancer jusqu'à 2 dés et qui tire à distance. 1, 2, 3, je peux tirer sur le frondeur, je lance 2 dés. Hop, j'ai réussi à faire une touche, il n'a qu'un point de vie, pan, il est parti sur le dessus de ma pile. Et enfin, j'attaque avec l'ingénieur, et je décide d'attaquer le mur, car effectivement, on peut aussi attaquer les murs de l'adversaire pour leur faire perdre des points de vie. Alors, les murs, ici en dessous, il y a des points de représentés qui indiquent le nombre de points de dégâts qu'il faudra leur infliger pour les détruire. Comme nous avons vu que pour invoquer, il est nécessaire d'avoir des murs, eh bien ça peut être très intéressant de détruire les murs de l'adversaire. Alors, j'ai envoyé exprès mon ingénieur, car sa capacité spéciale lui permet de lancer 2 dés de plus lorsqu'il s'attaque à un mur. Donc là, il n'a que 1 d'attaque, qui est représenté dans le chiffre, mais il peut lancer 3 dés pour attaquer le mur. 3, 5, 5, ça fait 3 dégâts, je vais donc infliger 3 dégâts au mur, je peux mettre un petit jeton sur la phase 3, il n'est pas encore détruit, et mon tour d'attaque est donc terminé, je passe à l'accumulation de magie. Alors, l'accumulation de magie permet de défausser des cartes sur sa pile de magie pour avoir plus de points de magie disponibles, mais elle permet aussi de vider un petit peu les cartes que l'on a en main, car au début du prochain tour, on repioche pour compléter sa main à 5 cartes. Donc si j'ai envie de piocher une bonne carte que je connais de mon paquet, eh bien je peux me dire, allez, tant pis, je vais me défausser de 2 cartes pour les mettre dans ma magie, ça me ferait de la magie en plus, et au tour d'après, je vais donc piocher 4 cartes pour que ça me fasse 5 cartes en main.
Alors, précision, dans son paquet de pioches, chaque joueur a 2 murs supplémentaires par rapport au premier, donc on pourra invoquer jusqu'à 3 murs. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire arriver les murs? Eh bien ça va être lors de la phase d'événement. C'est-à-dire lors de la phase d'événement, je peux jouer autant de cartes événements que je veux, mais je peux aussi placer des murs en jeu. Lorsqu'on fait arriver un tel mur, on doit le placer sur son côté de plateau de jeu. On ne peut pas le jouer en dépassant cette ligne chez l'adversaire, mais par contre on la joue sur n'importe quelle case vide. Alors vous pouvez jouer le mur à l'avant pour pouvoir ensuite invoquer des créatures qui seront déjà directement chez l'adversaire, ou vous pouvez aussi invoquer des murs pour vous protéger, par exemple pour faire des lignes en diagonale qui empêcheront les adversaires de se déplacer, ou bien pour protéger votre chef, enfin voilà. Donc les murs peuvent servir à la fois à se protéger et à la fois à invoquer des créatures, donc on les place où on le souhaite. Et le jeu va ainsi se poursuivre à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur perde son chef. À ce moment-là, il a directement perdu la partie. Alors attention, si jamais on n'a plus de cartes à piocher, car effectivement le paquet va s'épuiser petit à petit de pioches, si on se retrouve avec plus de cartes dans sa pioche, eh bien on ne va pas remélanger les cartes qu'on a dans sa défausse. On va devoir se débrouiller uniquement avec les cartes qui nous restent en jeu, les cartes qui nous restent dans notre magie, et éventuellement les cartes qui nous restent en main. Si on n'a plus de cartes en main, eh bien on devra se débrouiller avec les derniers personnages survivants pour tenter de tuer le chef adverse. Alors, pour terminer, petite précision terminologique. Effectivement, dans le jeu, vous allez avoir sur les cartes des fois marqué défaussé. Lorsqu'on défausse, eh bien, on place sur la pile de défausse. Si par contre il y a marqué détruisez, vous pourrez détruire une carte, et lorsqu'on la détruit, c'est le joueur qui détruit qui va pouvoir prendre la carte et qui va pouvoir la placer face cachée sur sa pile de magie. Alors, après avoir fait quelques parties en mode normal comme ceci, on peut décider d'inclure en fait des renforts dans son paquet. Il faut donc se fabriquer son paquet de façon différente. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bien, tout d'abord, on est obligé de prendre la carte de mise en place, de regarder dessus, et dessus, il y a marqué les cartes événements que l'on est obligé de mettre dans son jeu, et on ne peut pas en mettre plus que ce qui est marqué ici. Donc, les cartes événements, en fait, on n'y touche pas. On ne peut pas changer, en fait, ceci. Ensuite, on regarde aussi la mise en place. On ne peut pas non plus changer la mise en place, donc vous allez être obligé de prendre en fait les personnages qui sont précisés dessus, donc c'est-à-dire votre invocateur, plus les cartes qui sont inscrites dessus. Évidemment, il vous faudra aussi prendre les 3 murs. On ne peut pas mettre moins de 3 murs dans son paquet. Ensuite, vous avez le choix, par contre, pour les autres cartes, de mettre ce que vous voulez, suivant en fait, pardon, ces conseils-là. Donc, les cartes unités sont de 2 types. Nous avons des communes, c'est marqué commun, et nous avons des champions. Dans le jeu, vous ne pourrez mettre que 18 unités communes et 3 unités champions. Attention, les champions, vous n'avez pas le droit d'en avoir 2 identiques dans votre jeu. Donc voilà, vous allez choisir donc 3 champions et compléter avec des communes en faisant attention, hein, car on va compter aussi les cartes communes qui sont déjà sur votre jeu de base. À la fin, dans votre jeu, vous avez donc un invocateur, vous avez 9 cartes événements, évidemment qu'on est obligé de prendre, les 3 cartes murs, 18 unités communes et 3 unités champions. Alors, dans ce jeu de base, vous avez déjà 13 cartes renforts supplémentaires, parmi lesquelles vous pourrez donc sélectionner les cartes pour vous constituer un paquet un petit peu différent de celui de base, et vous avez aussi des cartes mercenaires. Les cartes mercenaires peuvent être utilisées par n'importe quelle équipe, alors que par contre, les renforts, on ne peut utiliser que les renforts de sa propre faction. Donc ces cartes-là, vous pouvez vous les répartir entre les 2 joueurs pour les inclure aussi dans votre paquet de cartes. Dernière précision, il est interdit de mettre plus de 10 cartes communes du même type dans son jeu. Voilà donc pour Summoner Wars, donc un excellent petit jeu de combat à 2 joueurs, assez simple d'accès. Effectivement, les règles sont quand même très accessibles, c'est pour ça que je vous disais qu'à partir de 10 ans on peut y jouer, alors qu'il y a marqué 14 ans sur la boîte, hein, sans trop de problèmes avec le jeu de base et en expliquant bien aux jeunes comment est-ce que fonctionne le jeu. Alors je ne vous présente pas toutes les capacités spéciales, effectivement, à chaque fois qu'on joue des cartes, il faut bien lire ce qui est marqué dessus. Comme il existe plein de factions différentes, il y a plein de capacités qui prennent toujours évidemment le
pas sur les règles, comme un petit peu comme dans les jeux de type Magic. Voilà, il faudra donc bien gérer son paquet, le connaître bien pour devenir de mieux en mieux, avec aussi évidemment une petite part de hasard, car les tirages se font avec les dés, mais c'est sympathique. Alors les parties durent entre une trentaine et une soixantaine de minutes. Effectivement, ça peut être assez long, hein. Souvent il y a gros combat, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de son paquet de pioches et qu'on finisse à quelques unités pour taper le chef adverse, peut-être même finir par un duel entre les deux chefs. Ça peut toujours être sympathique. Voilà, mais après, il y a à bien connaître son paquet et sa faction avec les différences qui existent. Donc là, par exemple, pour les nains, ils ont peu d'unités, par contre, ils ont des unités relativement puissantes, ils ont pas mal d'ingénieurs qui permettent de détruire les murs adverses et peut-être d'embêter l'adversaire. Pour le gobelin, lui par contre, il a pas mal d'unités qui coûtent 0 d'invocation, donc il n'aura même pas besoin de défausser des cartes. Et en plus, il a pas mal d'événements spéciaux qui lui permettent en fait de booster en fait la valeur d'attaque de ces différents guerriers. Et voilà, donc après pour les autres factions, ben, vous découvrirez en jouant. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir. Allez, quand même un petit PS en vous présentant les deux chefs qui s'affrontent dans cette version du jeu. Donc là, pour les nains, nous avons le chef Holding qui a la fusion avec la pierre. S'il est adjacent à un mur, pour pouvoir le toucher, son adversaire devra faire des 4+ sur un dé au lieu de 3+. Donc voilà, ça lui permet de se défendre. Et pour l'adversaire, en fait, le chef des gobelins Sneak a une capacité spéciale qui lui permet à la fin de du tour de chaque joueur, enfin à la fin de chacun des tours du joueur, d'échanger Sneak avec n'importe quelle autre carte d'unité de gobelins des cavernes, donc c'est-à-dire tous les gobelins qu'il y a en jeu, donc ceci permet de rendre le personnage bien fuyant. Il va donc falloir plutôt détruire tous les gobelins qui existent pour qu'il arrête de bouger et qu'il soit enfin saisissable.